Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée à Terraform. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces bleus, commenter. L'objectif aujourd'hui, c'est de commencer à manipuler un tout petit peu Terraform pour se faire un petit peu la main dessus. Pour ça, on va manipuler d'un côté les variables et en même temps, on va découvrir le local exec, qui est un outil qui va nous permettre de faire du Terraform en local, ni sur une machine distante, ni sur un provider distant, donc vraiment en localhost. Donc ça, c'est assez sympa. Ça permet de commencer à manipuler. C'est utilisable et utilisé en production, non pas pour installer sa propre machine, mais pour quand on collecte des informations sur des éléments distants qu'on a setés, qu'on a lancé, popé sur du cloud, par exemple, ou autre, on va pouvoir compiler les variables qu'on utilise pour localement pouvoir les réutiliser. Donc ça, c'est assez sympa. On peut aussi utiliser le local exec à distance sur une machine, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. Alors pour ça, donc local exec et remote exec, ce qui est un petit peu qui permet de faire un petit peu la même chose mais à distance. Le remote exec, c'est en gros, c'est comme si on faisait des commandes SSH à distance, comme un petit peu le fait Ansible. Local exec, lui, c'est l'utilisation locale sur la machine sur laquelle on est situé. On va utiliser donc remote exec et local exec qui sont des provisionneurs. Donc c'est quelque chose pardon, qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Ça permet par exemple, si on est sur une instance distante, de lancer localement des commandes. Donc c'est assez sympa, ou de lancer des commandes locales à notre machine Terraform. Donc on va voir aujourd'hui trois types de variables et surtout la manière dont on peut les utiliser dans les formes les plus simples qu'il peut y avoir, le cas d'utilisation le plus simple qu'il peut y avoir, c'est-à-dire la simple, donc une variable simple et son alimentation, son utilisation dans un fichier. Donc on va voir les strings, les listes et les maps. Ça va être très très rapide. Premier cas de figure, c'est les strings. Donc en fait, si on regarde l'élément qui est là, première chose, on déclare une variable string. Donc elle est ici de type string. Son nom c'est str. Donc là, on a vu que c'est le type d'élément qui est donc une déclaration de variable et sa valeur par défaut qui prend celle-ci, donc entre double côte. Donc la variable contient cet élément-là. Donc si j'appelle str, je retournerai cet élément-là. Ensuite, en dessous, donc comme je vous ai dit, on va utiliser le provisionneur local exec. Donc ce provisionneur local exec, alors on va se mettre autrement, on va se mettre comme ceci. Voilà. Tant pis pour la mise en forme. Donc ce provisionneur local exec ici, nous on va l'utiliser en localhost. Donc du coup on n'a pas de provider distant ou local, ça pourrait être du Docker ou autre, mais c'est pas le cas. Donc du coup on n'a pas vraiment de ressources qui existent, et donc on va utiliser ce qu'ils appellent nulle ressource. Donc en fait comme si on n'avait pas de ressources, et dedans on va utiliser ce fameux provider local exec qui va permettre de faire tourner donc en local. Si on était en remote exec, on aurait des commandes pour passer du SSH, un élément de connexion. Là, on n'a même pas de connexion, on est vraiment en local. Et vous allez voir sur la machine Terraform, du coup, on va injecter sur la machine où on fait tourner Terraform et dans le même répertoire que là où on a notre main.tf, on va récupérer notre fichier host.txt avec une modification qui va être alimentée par la variable donc qui se déclare par ce biais-là, donc $ entre simple accolade. Donc là, parce qu'on est dans une commande, on est en train de passer une commande avec un ICO, donc on passe le $ et l'accolade. Si on était à l'extérieur de cette commande, on passerait simplement var.str pour récupérer le contenu de la commande. Donc si on prend cet élément-là, on va se rendre dans notre machine Terraform ici, donc main.tf. Là, je vais coller cet élément-ci. Je peux rajouter aussi un output que l'on va nommer str, tiens, par exemple. Hop, voilà, et on lui dit qu'il va prendre la valeur value égale à var.str, donc le contenu de notre variable. Donc vous voyez, quand on l'appelle dans notre commande ici, puisqu'on est dans le bash, on va l'appeler avec $ entre accolade, alors qu'ici, comme on est dans notre Terraform, c'est var.str. Donc là, je vais faire un Terraform. Alors, je sais plus si j'ai fait un init.
Yes. Donc je vais faire un Terraform plain. Donc là, il va me dire ce qu'il va faire. Donc là, il est en train de me dire, ok, moi je vais travailler sur la ressource nulle. J'ai un élément à ajouter dedans. Donc ok, et c'est du create. Donc je vais faire un Terraform apply. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de fichier. C'était quoi le nom du fichier? Host.txt. Donc là, si je fais un Terraform apply, je réponds oui, bien sûr, je veux faire la modification. Et là, du coup, alors bon, j'ai passé l'output, mais on a notre host.txt qui a été alimenté. Si je remonte un petit peu, j'ai bien mon output, vous voyez, qui est ici, qui me dit que effectivement l'output str prend bien cette valeur-ci. Donc là, c'est le cas, on va dire, un peu le plus simple. C'est une variable plate, sans éléments. Donc là, l'autre type de variable qui est l'élément un petit peu le plus poussé, c'est la variable de type map. Donc on va le voir ensemble. Hop, ici. Donc je vais me remettre dans mon main. On va supprimer tout ça. Voilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai une map. Alors une map, comment ça se déclare? Ça se déclare de cette manière-ci. Donc on déclare une map qui prend un nom. Donc là, moi, en l'occurrence, je l'ai appelé host. Ça pourrait s'appeler n'importe quoi. Et les valeurs en question, donc dans le default, toujours. Sauf que le default, ici, on lui redéfinit une accolade ouvrante et fermante ici. Et dedans, on a un système de clé suivi d'une valeur. Clé égale valeur, tout ça entre double côtes. Derrière, on définit toujours notre nulle ressource ici. Je vais affecter un nom donc, qui s'appelle host. Et j'ai... alors, l'idéal d'ailleurs, ça serait de faire un Terraform pour faire un peu proprement destroy. Voilà. Pour prendre un peu quelques habitudes. Donc là, on supprime la ressource et puis on va même supprimer à la main parce que... Alors, la particularité de ce que l'on est en train de faire, alors on va d'abord revenir ici. Là, alors, on va finir juste là. Donc, pour parcourir une map, c'est assez simple. On utilise, donc on en a vaguement parlé, la boucle for each. Donc, cette boucle for each, on lui dit, écoute, tu récupères la variable qui s'appelle host. Donc lui, il sait que par défaut, du coup, comme c'est un for each, il va avoir une map à parcourir. Et cette map est composée de clés et de valeurs. Donc j'utilise mon provisionneur. Donc surtout le for each, il s'applique à la ressource, pas au provisionneur. Ici, donc j'ai mon provisionneur. Et donc mon for each va être appliqué au provisionneur. Et donc on va boucler sur le provisionneur local exec pour faire une commande à chaque fois, qui va être écho de la clé puis de la valeur, et je vais ajouter ça dans mon fichier host.txt. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à l'idempotence. Donc l'idempotence, c'est quoi? C'est la capacité du système à appliquer des modifications et à vérifier, à ne pas rejouer des choses qui ont déjà été jouées. Là, en l'occurrence, Terraform, comme d'autres, quand on utilise de la command shell, globalement, les orchestrateurs ne sont pas capables de voir s'il y a une différence ou pas dans le fichier de destination. Généralement, quand on passe pour ce genre de fichier-là, on passe par des templates ou par des modules spécifiques à des files, de manière à checker le MD5 et voir si le fichier a été modifié ou pas. Là, en l'occurrence, comme c'est une commande brute de décoffrage, Terraform est incapable de voir la différence. Sa seule manière de voir la différence, c'est très simple, c'est par l'évolution de ses variables, de son contenu de main descriptif, et il va comparer ça à son state, et à son TF state, et du coup, s'il voit une modification, il va l'appliquer. Mais en l'occurrence, comme son state ne contient pas le contenu du fichier host, il est incapable de faire la différence. C'est pour ça que je supprime le fichier, parce que sinon, finalement, on aurait aucune... on aurait une modification malgré tout, mais on ne ferait que empiler les éléments dans le fichier host. Alors, du coup, là, on enregistre. On va faire un Terraform plain. On check ce qui va se passer. Et là, il nous dit bien, ok, moi j'ai 3 éléments, donc j'ai 3 nulles ressources à réaliser. Le premier, c'est celui-ci comme clé. Le deuxième, c'est cette clé-ci. Et le troisième, c'est cette clé-ci. Donc là, j'ai plus qu'à le faire avec mon apply. Ok, yes. Et voilà. Donc là, j'ai mes modifications qui ont été faites. Donc si je vais dans mon nouveau fichier host qui vient d'être créé, j'ai bien mes 3 lignes. La difficulté, c'est si je fais une modification dans mon main ici,
et que je lui dis, bah écoute, c'est pas le 127.0.1, c'est le 127.0.2. Je me suis loupé, donc je fais un plain, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il va me dire, ok, j'ai une petite modification à faire. Je vais faire un apply. Yes. Je check mon fichier host que j'ai pas supprimé. Et là, vous voyez que finalement, il a été rajouté la ligne. Mais vous voyez qu'il est incapable de lui-même, et c'est tout à fait normal, hein, il est incapable de voir et de dire, tiens, cette ligne-là, il faut la dropper, il faut la supprimer, elle n'a pas de raison d'exister. Alors un autre élément qui est intéressant, alors là vous voyez que finalement on a quelque chose qui est capable un petit peu de quand même de voir les modifications de variables. On a la possibilité d'utiliser un outil qui s'appelle le trigger. Le trigger, on va le placer hop, comme ceci. On va le placer juste hop, vim donc de notre main. On va le placer juste derrière notre for each ici, notre trigger. Alors ça va pas s'appliquer, quoi, ça va pas faire plus de choses que ce qu'on vient de voir tout de suite, hein. Là le trigger, ce qu'il fait simplement, il s'appelle foo et il va checker le contenu du each et les valeurs du each. Donc dès lors que la valeur de notre each, alors si ouais, il y a peut-être un moyen de vérifier, de faire la différence. Donc on va faire une autre modification. On va pas faire de modification. Voilà. On va faire une modification ici et on va dire tiens, bah ici je vais lui ajouter en valeur gitlab.me par exemple. Voilà. Toc. Donc j'enregistre. Je fais un terraform apply. Donc là vous voyez que j'ai fait une modification non pas de clé mais de valeur. Et du coup, s'agissant juste d'une modification de valeur, Terraform il me dit bah moi j'ai rien à faire en fait. Pourtant, j'ai bien appliqué une modification ici. Donc ça, c'est pas terrible. Donc, pour pallier à ce genre de problème-là, Terraform nous met à disposition un système de trigger. Et là, le trigger, nous, donc on n'a pas besoin de le placer sur la clé, puisque la clé, on sait que si elle est modifiée, Terraform va appliquer la modification. Ça, c'est pas un souci. Par contre, sur la valeur, c'est très intéressant. Donc on va créer un trigger qui s'appelle foo, et dessus, je vais lui dire, bah écoute, tu vas te déclencher à partir du moment où tu as une modification de valeur. Donc là, en l'occurrence, si le for each évolue. Et ça, c'est grâce aux éléments du state, notamment, que ça se passe. Donc on va enregistrer notre trigger. On va faire un terraform apply. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on a des modifications qui ont été faites. Alors, ouais, je pense que quoi qu'il arrive, il en aurait fait de toute façon. Donc si je fais un less de host, ici, j'ai bien des modifications qui ont été faites. Donc, j'ai GitLab, par exemple, .me qui existe. Donc, la dernière mise à jour, en plus, j'empile les éléments, hein, mais la dernière mise à jour, c'est globalement les 3 dernières lignes. Hein. On a bien notre GitLab.me qui existe. Si je fais la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je rajoute juste un élément dans une valeur. Tout à l'heure, j'avais pas de modification qui se passait. GitLab.xavkey, par exemple. Et là, si je fais un terraform apply, cette fois-ci, vous voyez que cette fois-ci, il a bien détecté, grâce au trigger, qu'il y a une modification de valeur. Voilà. Donc là, il me propose bien de modifier la ligne. Donc si je fais un yes, il va aller me rajouter le gitlab.xavkey. Donc si je fais un less de host, je retrouve bien mon gitlab.xavkey qui a été ajouté. Alors ça n'empêche pas que s'il y a une ligne qui a été supprimée, il ne la supprimera pas, hein, de toute façon. Donc ça, on a vu la map avec son trigger. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors ensuite, le cas le plus simple, qui devrait être le plus simple, mais qui finalement n'est pas le plus simple à manipuler, c'est la liste. Par rapport à une map, on peut se dire une map, c'est un élément plus complexe qu'une liste, et du coup, Terraform doit pouvoir mieux manipuler une liste qu'une map. Ben, bien non. Donc là, on va faire un Terraform destroy, pour être sûr de repartir clean derrière. Yes. rm de host, ok. Donc, cette fois-ci, on va appliquer le parcours de liste. Donc, comment on va faire pour parcourir une liste avec Terraform? C'est pas très compliqué, mais il faut juste le découvrir. Donc, pour déclarer déjà une liste, voilà comment ça se passe. Donc, moi, je crée un élément host, comme si je déclarais un string tout à l'heure. Et derrière, je définis le default ici, sauf que là, je suis entre crochets et je définis chacun des éléments de ma liste. Donc là, en l'occurrence, il y a un élément qui est là, une ligne, et un autre élément qui est là, une autre ligne. Derrière, j'utilise toujours ma ressource null resource que je déclare qui s'appelle host.
Derrière, par contre, ici, je vais utiliser le count. Alors, le count, j'en ai vaguement parlé lors de, je crois, la vidéo précédente. Le count, c'est l'élément qui va nous permettre de faire de l'itération. C'est une sorte de while. Et on va dire, tiens, j'ai 3 éléments à parcourir, donc il va me faire 3 fois la boucle sur le provisionneur. Là, en l'occurrence, ce qui va se passer, donc première chose, le count, on va lui passer la valeur de la longueur de la liste qui est au-dessus, donc grâce à ce length de la liste de la variable host. Donc il va découvrir 2 éléments. Donc il va boucler 2 fois. Déjà, ça, il le sait. Et ensuite, pour chaque élément ici, pour chaque var de host ici, il faut que je récupère la valeur qui correspond à l'index correspondant dans la boucle où je suis. Donc si j'ai l'index 0 et l'index 1 ici, donc du coup, je vais utiliser une fonction qui s'appelle element, qui prend la valeur de la liste, et derrière, je peux lui passer le numéro d'index qui correspond. Et grâce à ça, donc quand je prends l'ensemble qui est là, j'affiche la valeur qui est là, puis la valeur qui est là, puis la valeur qui est ici. Et je vais l'ajouter à host, et comme c'est une itération, je vais l'ajouter autant de fois que j'en ai. Donc là, je fais un Terraform apply. Toc, voilà, yes. Donc là, si je regarde, mon host, il a bien été modifié, pas de souci. Je crois que du coup on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Ouais, voilà. Donc on pourrait aussi utiliser le trigger. Alors le trigger, là du coup pour l'utiliser, c'est un petit peu différent. Si on retourne ici sur notre main, le trigger, lui, on va l'appliquer ici. Et là, le trigger, donc on le déclare toujours en foo. Et là, de la même manière que tout à l'heure, on avait récupéré l'élément qui était l'affichage. Ici, on va le faire exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on récupère le contenu de la valeur qui est ici dans la liste. Comme ça, s'il y a une modification de cette valeur-là, on va trigger dessus et donc du coup, on va rejouer l'élément en question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.